souci, c'est qu'elles ne sont pas formées pour le maintien de l'ordre. Donc, à la rigueur, il faut qu'elles soient formées maintenant pour pouvoir, je dirais, s'intégrer. Mais quand on parle d'intégration, de cohabitation, ça va être très difficile, la cohabitation, comme ça. Parce qu'il y en a qui sont formés, qui savent, il y en a qui ont de la bonne volonté. Et n'oublions pas, quand on parle de Coxer, c'est ceux-là qui étaient rackettés auparavant par la police. Donc la cohabitation va être difficile, mais il faut la préparer et peut-être, quand je dis la légaliser, c'est-à-dire emmener ce FRC en caserne pour les former et les remettre maintenant à la disposition. Matt Wells. Je me demande aussi comment est-ce que la population ancienne pro-Gbagbo peut être à l'aise quand les forces républicaines restent un peu partout dans les rues. Donc je pense pour eux, il faut que le boulot revienne aux policiers, aux gendarmes. Je comprends que la situation reste tendue, donc il y a des raisons que les militaires sont là, mais les forces républicaines, en particulier à Yopougon, ils sont dans les rues, ils font le racket maintenant. C'est les jeunes avec les kalash qui n'ont pas aucun entraînement, donc je pense que ça en fait, ça n'assiste pas en réduisant l'insécurité, ça en fait fait l'insécurité. Monsieur le ministre, justement, essayez de répondre à notre ami de Human Rights Watch. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire à un habitant de Yopougon, donc un quartier qui était acquis à Laurent Gbagbo? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le rassurer à cet habitant qui est terré chez lui et qui a peur? Ben écoutez, je lui dis que nous avons engagé toutes les forces à protéger des populations. C'est vrai, il y a des situations qui sont regrettables et que nous condamnons et que nous punissons. C'est vrai. Mais ce que je voudrais dire sur la question des FRC, c'est pour la partie, parce qu'aujourd'hui les FRC c'est les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc c'est la nouvelle appellation de toutes nos forces armées. Mais c'est vrai, dans la composante visible aujourd'hui, c'est les ex-FAFN dont on parle. Moi je veux d'abord, avant tout propos, dire mon grand respect pour ces hommes-là. C'est des combattants de la liberté. Tous les Ivoiriens qui respirent aujourd'hui la paix. Vous parlez des anciens rebelles du Nord. Tout à fait. Voilà, qu'on soit pour nos téléspectateurs, parce qu'ils savent. Qui coxaient, chauffeurs de taxi, c'est des gens qui ont laissé leur famille, qui ont appris de maniement des armes, qui sont venus à la conquête de la liberté pour toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Alassane Ouattara contrôle justement ces hommes? Parce qu'il y en a certains qui sont quand même victimes d'exactions. Ce n'est pas sa mission. Nous avons une responsabilité. Mais est-ce qu'il a la main sur ces hommes? Il n'a pas à avoir la main, donc ce n'est pas sa mission. Le plus important, ce que je veux dire, aujourd'hui nous sommes conscients que ces gens, c'est vrai, de par leur manque de formation, ont un problème dans le cadre de la gestion du maquet de l'ordre. Mais madame, ce que je veux noter, que tout le monde note, c'est même FRC qu'on veut condamner, qui n'ont pas de formation. Quand ils ont arrêté Laurent Gbagbo, ils n'ont pas tué. Mais l'armée de Laurent Gbagbo qui était formée avec des Saint-Syriens, ils n'ont laissé aucun prisonnier. On n'a trouvé aucun prisonnier dans une prison de Laurent Gbagbo. Ils abattaient déjà à bout portant. Moi, j'ai un grand respect pour ça. Nous avons un devoir de les encadrer, de les faire retourner dans le cadre de la réinsertion, dans le cadre de la réinsertion à leur métier d'origine. Alors justement, monsieur le ministre, puisque vous parlez de réinsertion, est-ce qu'en fait ces chauffeurs de taxi qui ont pris les armes, que vous qualifiez de combattants de la liberté, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils quittent l'armée et qu'ils reviennent à leur métier? Mais, tout à fait. C'est ce qui prévoit le programme de désarmement qu'on appelle DDR en 4 étapes. Il y a d'abord, il y a eu un profilage. On sait ceux qui sont aptes à retenir la police. Il y en a 300 qui ont été formés. Il y en a ceux qui sont aptes à aller à la gendarmerie et ceux qui sont aptes à aller dans l'armée. Et à ceux qui ne le sont pas, nous avons décidé de les encadrer pour ne pas les laisser là et qui constituent demain notre poche de résistance. Donc il y a toute une réintégration avec un programme de la Banque mondiale de l'ONU pour les réintégrer dans des métiers. On était avancé dans ce processus quand on a eu encore cette contrainte de la guerre. On pensait tous qu'à la face du monde, nous étions engagés dans un processus électoral qui allait se terminer donc par des élections pas contestées, qu'on n'imaginait pas une guerre. Donc ils ont forcément été rappelés pour le besoin de la cause, mais les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc le désarmement prévu avant les élections est toujours d'actualité, si je vous comprends bien. Tout à fait. Mariam Daougabala. Je voudrais dire, on ne jette pas l'anathème sur les FRC, disons les ex-FAFN.
Je pense que ce que les politiques n'ont pas réussi, ce que l'armée régulière n'a pas réussi, ils l'ont réussi. Je pense que c'est tout à leur honneur. Mais maintenant que la vie reprend, que les entreprises reprennent, que le citoyen a envie de se retrouver après cette période très difficile dans un environnement de sécurité, ce que nous demandons, c'est que le processus avance avec une certaine légalité pour leur permettre de vaquer à leurs occupations. Vous-même, vous avez dit que la sécurité, c'est d'abord le fondement pour la reconstruction, que ce soit la reconstruction économique ou la reconstruction sociale. Mais ce qu'on dit, c'est que ces personnes, quel que soit ce qu'elles ont fait aujourd'hui, la population a besoin de se sentir en confiance. Et on est en confiance devant celui qui a la formation pour. Je pense que c'est là où se trouve le débat. Non, madame, je suis d'accord. Hein. En fait, il y a des choses où on dit au FRC, messieurs, voilà, vous avez fait le combat, vous avez libéré le pays, Gbagbo est arrêté, bon allez. Ou alors, c'est ce que nous faisons. Nous faisons attention à surveiller la situation. La sécurité, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Aujourd'hui, vous avez vu à la télévision les armes de guerre qui ont été achetées par l'ancien régime. Nous avons des informations précises que beaucoup de Kalash, des armes qui sont des armes considérées comme des armes de guerre, sont dans des domiciles, sont dans des endroits. On a besoin qu'il y ait un ratissage plus profond. Il y a encore des caches d'armes à Abidjan, monsieur le ministre? Bien sûr, tous les jours on en découvre. Tous les jours on en découvre, dans des domiciles. On a engagé une politique de sensibilisation par les chefs de quartier. Et tous les jours, il y a des armes avec le concours de l'ONUC. Ce que je veux dire, moi je suis parfaitement d'accord. Nous allons arriver à cette situation. Mais je demande aux Ivoiriens de ne pas être pressés. Qu'ils n'oublient pas que ce n'est pas de notre faute. Mais il y a quelques mois, ils étaient terrés chez eux. Ils ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, ils peuvent sortir. Prenons cela. Aujourd'hui, les dirigeants ne sont pas en train, les chefs militaires, vous avez entendu le commandant Ouattao, on n'est pas en train de dire aux gens, comme on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait aller mater les autres. On ne le fait pas. Parce qu'on sait que la force de la parole est irradiante. Nous avons des messages de paix, de réconciliation. Cela se consolide dans les actes de nos hommes. C'est vrai, la situation n'est pas parfaite, elle n'est pas satisfaisante, mais elle évolue bien. Il faut le noter et moi je veux que chacun de nous puisse le noter. Matt Wells, concrètement, ça se déroule comment un processus de réinsertion hein? Bon, il faut commencer avec la démobilisation et après ça, le désarmement. La dernière fois, il n'y a pas de désarmement, vraiment. Donc il y avait peut-être des centaines. Quand vous dites que la dernière fois, il n'y a pas eu de désarmement, vous faites référence à quoi? Ça signifie après la première guerre civile. Ça signifie entre 2003 et 2010. Donc c'est la raison pour laquelle tous les miliciens pro-Gbagbo ont toujours gardé leurs armes. C'est la raison pour laquelle les forces nouvelles ont toujours gardé leurs armes. Voilà, ce sont les deux camps oui, qui ont toujours gardé les armes. Et donc cette fois-ci, c'est absolument nécessaire qu'un vrai désarmement est fait par l'État avec l'assistance de la communauté internationale. Mais il faut proposer une contrepartie au désarmement à ces hommes? Bon oui, il faut les assister, mais comme il a dit, il y a beaucoup qui étaient chauffeurs avant, qui ont le méthode de travail, donc ils peuvent revenir chez eux, ils peuvent commencer encore avec le travail, mais avec aussi l'assistance de la communauté internationale, avec l'ONUC, en faisant l'entraînement de réinsertion. Mariam Dao Gabala, les femmes ont beaucoup souffert durant ce conflit. Elles ont souffert et elles ont porté. Elles ont beaucoup porté la souffrance des autres. Vous savez, pendant ces 10 jours, au moment où personne ne trouvait à manger, au moment où les hommes étaient réquisitionnés, ce sont les femmes qui ont pris sur elles de sortir, de braver un peu, de même passer sur des cadavres pour aller chercher à manger. Et ça, je pense qu'on le leur doit. On le leur doit parce que quand vous sortiez dans la rue, il n'y avait que des hordes et des hordes de femmes à la recherche d'un marché qui était ouvert. On dit souvent que les femmes ce sont celles-là qui sont le plus exposées pendant les guerres. Je dis c'est vrai, mais c'est parce qu'elles protègent les hommes aussi. Si les hommes étaient sortis, peut-être qu'on aurait vu beaucoup plus que cela. Mais il y avait dans le monde féminin ivoirien le même clivage que l'on retrouvait chez les hommes. Donc, oui, vous savez, les femmes, en plus, quand il y a un clivage,
ça s'arrête pas seulement à se crêper les chignons. Elles n'ont pas soutenu les hommes uniquement sur un plan, je dirais, matériel, même politiquement. Je suppose qu'un certain nombre de femmes ont pris parti, peut-être au-delà de... Oui, beaucoup de femmes ont pris parti, ont pris fait et cause. Vous avez des femmes qui sont militantes et je dirais, c'est tout à fait normal. Militantes et même miliciennes. Oui, j'ai vu des miliciennes dans les deux sens. Mais les femmes, ce sont des citoyennes comme tout le monde. Elles ont des causes aussi à défendre. J'ai vu un reportage où on demandait à une dame, elle disait « La cause des FRC est noble, c'est pour ça que je me dévoue pour leur faire à manger. » Mais c'est sa manière de contribuer, c'est sa manière de participer à la liberté, à l'expression de la liberté, à la libération du pays. Et ça, il faut le leur reconnaître. Mais comme on a vu dans le reportage, dès que Abobo a été pacifié, ce sont les femmes d'Abobo maintenant qui prenaient les vivres et qui les ramenaient sur Abidjan à pied avec des ballots sur la tête parce qu'aucune voiture ne circulait. Donc c'est par exemple grâce aux femmes d'Abobo qu'au niveau d'Abidjan, on a pu avoir quelques vivres pour s'en sortir. Madame Gabala, est-ce que le viol a été utilisé comme arme de guerre durant cette crise post-électorale? Oui, malheureusement oui. Et je crois que dans toutes les guerres, et même dans notre guerre, que ce soit à l'Est ou que ce soit à Abidjan, le viol a été utilisé. Malheureusement, ça reste une arme de guerre. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que psychologiquement, les gens ont l'impression que ça leur donne de la force ou de la puissance? Je ne sais pas, mais malheureusement, ça a existé. Matt Wells, oui, le viol comme arme de guerre. J'ai parlé avec des femmes à Bobo qui étaient ciblées parce qu'elles étaient actifs dans le parti politique de Ouattara. Les forces pro-Gbagbo, ils ont violé ces femmes. Après ça, ils ont exécuté le mari à bout portant dans l'ouest du pays, comme Madame a dit aussi. Là-bas, on a documenté encore des cas très graves de femmes qui étaient enlevées, qui étaient dans des maisons inachevées avec les forces républicaines pendant quelques jours, qui étaient violées pour quelques jours. Donc les deux camps ont utilisé le viol comme weapon de guerre. Monsieur le ministre, il y aura des enquêtes sur ce cas particulier, particulièrement horrible, des viols comme arme de guerre? Mais je peux vous garantir que c'est vraiment une des grandes orientations du président de la République. L'impunité, c'est fini. Et on a la conviction qu'on ne peut pas prospérer dans l'impunité. Vous voyez comment toutes ces mentalités, comment on est arrivé à formater des gens sous la base de l'idéologie de l'horreur, de la haine, qui n'auraient plus aucun respect même pour leurs concitoyens, leurs sœurs, d'arriver à commettre des crimes, on ne peut même pas vous les décrire. Et nous considérons qu'on a une responsabilité de créer un Ivoirien nouveau. Un nouvel Ivoirien qui parte des nouvelles valeurs. Une valeur de respect de l'autre, de considération de l'autre, de la liberté, la justice. C'est vraiment un grand chantier parce que le niveau de dégradation du comportement des uns et des autres était alarmant. Mais je peux vous assurer, dans tous ces cas, nous allons faire des enquêtes. Et vous savez, de le dire, ce n'est pas déjà rien. Parce que nous étions sous des régimes où quand des gens violaient, la première dame disait, mais c'est les femmes qui ont été violées, c'est un peu de leur faute. Nous, on ne dit pas ça. On dit, si vous êtes FRC, si vous êtes gendarme, policier, si vous violez une femme, vous allez être puni, vous allez devant la loi. Et nous le pensons sincèrement. Le disons pour nos hommes et nous le disons pour tout le monde. C'est déjà affirmer cette volonté politique. Ensuite, nous allons l'appliquer sur le terrain. Ça va nous coûter des coups d'humeur des militaires. Nous allons assumer notre responsabilité devant l'histoire. Madame Gabala, vous êtes satisfaite de cet engagement? J'espère que l'engagement sera tenu, mais je voudrais faire une proposition. Vous savez, une femme qui est victime de viol, ça lui est difficile de le dire comme ça. Déjà, quand elles étaient victimes de viol et qu'elles allaient dans les commissariats, on leur disait « Ah ben, c'est pas déjà que tu as envie, c'est bon ». Mais je crois qu'il faut en faire un point clé, ouvrir des centres où elles pourront aller s'exprimer, parce qu'elles ne viendront pas comme ça. Je vous assure que c'est trop dur à porter. Elles ne pourront